Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle cycle d'investigation proposée par l'Académie Grifasi, numéro 107. Bonjour Céline, Bonjour Anastasia. comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Oh, Donc tu ne connais pas ni question ni sujet. non. Tu peux déjà t'installer confortablement et on est parti. Ouais. Tu te mets au point zéro. Je t'invite à prendre une très belle et profonde respiration. Relâcher et relaxer toutes les tensions de ton corps. Je vais compter de 10 à 1 et à chaque palier, ton corps va se relâcher de plus en plus profond. 10, et 1. Maintenant, Céline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas chercher la cause métaphysique qui peuvent provoquer l'épilepsie. Tu vas chercher la cause métaphysique qui peut provoquer l'épilepsie. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se présente? Je vois un corps qui est secoué, comme un court-circuit, comme s'il était électrocuté. Euh, c'est la première image qui me vient, c'est une secousse. Je cherche un peu d'informations par rapport à la cause métaphysique. C'est une rupture, les corps qui se décalent. C'est en fait, je vois, c'est ça, au lieu de voir l'alignement des corps, je vois qui bougent les uns par rapport aux autres. Une dissociation entre le corps et l'esprit. Deuxième question. Y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Alors, dans les facteurs physiques, il y a des chocs. Le choc qui fait que ça secoue. Et je vois le système nerveux, enfin le cerveau, comme si les connexions étaient débranchées, parce que l'image qui me vient, c'est on débranche des prises. Donc ça fait que le flux ne circule plus, les influx nerveux, les énergies, les informations. Et comme tout ce système est ébranlé, ça fait que le corps ne reçoit plus les informations pour fonctionner correctement. C'est la régulation des fonctions,
qui est impacté. Voilà pourquoi il y a une désorganisation physique que l'on voit, qui est corporelle, hein, comme si on devenait un pantin, plus la tenue du corps. Soit qui s'effondre, que ça ne répond plus, les circuits, les systèmes ne répondent plus correctement. La personne s'écroule. D'autres choses, à part de choc, quels d'autres facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Alors quand je dis choc, c'est pas forcément un coup apporté physiquement au corps, hein. Ça peut être des Ben oui. des choses qui sont ingérées, fait un choc interne, c'est-à-dire que l'homéostasie du corps est rompue. Du poison, enfin c'est le mot qui me vient, il y a du poison aussi. Poison. Quand à l'intérieur, il y a un objet qui devrait pas être là, quelque chose qui devrait pas être là, qui n'apporte rien, qui n'est ni nourrissant, ni adapté. C'est le poison ou l'objet qui provient de l'extérieur. C'est ça, qui provient de l'extérieur, qui fait du mal aux cellules. D'accord. Parce que ouais, c'est ça, ça les tue, ça les détruit, voilà. Ça détruit les cellules. Ouais. Donc comme ça détruit les cellules, ça détruit l'équilibre, Cellules le nerveuses. fonctionnement. Quelles cellules? Les cellules nerveuses ou tous les Ah cellules? oui, toutes les cellules, puisque comme tout circule et tout est interconnecté, parce que comme ça passe par le sang, tout ce qu'on ingère après passe par le sang, bah forcément ça remonte aussi au cerveau et ça peut attaquer des zones de ce système. Regarde qui peut arriver au corps mental avant une crise. Donc le corps mental avant la crise. Il y a une surcharge. En fait, le corps mental n'est pas tranquille. Il est comme en surchauffe, oui, surcharge, surtension et ça implose. Ouais, quand je dis que ça implose, c'est ce trop plein fait qu'à un moment, ça éclate. Alors, en fait, c'est les 2 mouvements. C'est dedans et dehors, ça part dans tous les sens. Parce qu'il faut ça presque pour, un rééquilibrage et en même temps, ça permet de dégager ce surplus. C'est comme un reboot. Ah, c'est ça, c'est pour éviter que ça n'explose totalement et que ça détruise, totalement, il y a ce court-circuit qui survient pour arrêter la surchauffe. Oui, parce que c'est l'image, vraiment qui me vient du compteur électrique. C'est comme chez nous quand on branche plusieurs appareils et que, bah, à un moment le compteur, il saute et il stoppe tout. Donc il faut redémarrer pour que, ça circule correctement à nouveau. Bah, c'est pareil là,
pour le corps, pour l'humain. Ok, d'accord. Après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on retrouver le corps mental? Donc, après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on retrouver le corps mental? Et donc c'est un épuisement, il est vidé, il est presque brûlé. Parce que je vois que ça fume, il y a de la fumée. Il y a des trous, c'est ça, ça fait des trous Des trous où? au niveau du corps mental Mhm. et ça le fragilise. Ce trou, il reste ou il peut être réparé par la suite? Alors, ces trous, ils sont là parce que ça fragilise la constitution du corps mental et c'est un peu comblé par après encore une activité intense au niveau de ce corps mental. Parce que presque spontanément, c'est l'idée de le mettre encore plus en activité pour tenter de le réparer. Or, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il convient de faire parce que ça donne pas l'effet de restauration, de réparation. Ça permet pas de solidifier, enfin de. Oui, je vois qu'il reste fragile, mal en Mhm. point et que plus il y a cette tentative, plus ça le rend vulnérable. Et donc forcément, sujet à encore plus de court-circuits. En fait, ça crée un cercle vicieux. Mhm. Ok. La question suivante, hein. Observe ce qui peut arriver à la partie subliminale lors d'une crise. Donc, partie subliminale lors d'une crise. Elle s'échappe. Je vois, oui, c'est ça, une espèce de fuite par le haut de la tête. Mhm. Ouais, pour pas être impactée, elle s'en va. Mhm. D'autres choses que tu peux ajouter par rapport à ça? Non, je vois juste qu'elle part et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette impression que la personne, elle est pas consciente, elle est pas là. Et on peut lui parler, non, il y a une partie d'elle qui vraiment, qui a disparu. Mhm. Très bien. Ok, autre question. Quels facteurs peuvent contribuer au développement de ces troubles pendant la petite enfance? Alors là, vraiment, ce sont des chocs, émotionnels. J'allais dire psychologiques, mais en fait, oui, c'est émotionnel, affectif et je vois même que ça peut commencer dans le ventre, parce que si c'est pas tranquille, ça met, ça empêche les circuits de se développer
avec avec une bonne structure. Et c'est parce que là, j'ai l'image du cerveau, des Mhm. connexions qui se construisent quand le bébé grandit in utero. Mhm. Et normalement, ça doit se faire en arborescence lumineux, Mhm. enfin lumineuse, une arborescence lumineuse, harmonieuse. Et en fait, quand il y a des chocs comme ça secoue et ça casse des branches, ça les dévie, ça les rétrécit, enfin ça les empêche de pousser. Et je vois que c'est moins lumineux. Mhm. Donc bien sûr que ça se compense, hein, parce qu'il y a quand même une intelligence qui est là et qui permet de rectifier pour mettre au mieux à l'équilibre. Mais il y a quand même comme des manques, des trous, des parties, oui c'est ça, des parties manquantes. Mhm. D'autres choses que tu visualises? Et en fait, quand il y a un bébé, oui, pourquoi est-ce qu'il y a des convulsions? Il y a une surchauffe là de tout le corps. Comme ça surchauffe, pareil, il faut créer un court-circuit pour faire redescendre la température parce que c'est bouillonnant à l'intérieur. Parce que souvent chez le bébé, le petit enfant, ouais, le bébé là, c'est en cas de fièvre que ça crée la convulsion. Ça veut dire vraiment ça chauffe de trop. Et pourquoi ça chauffe de trop? C'est que à l'intérieur, ça s'emballe. C'est les cellules deviennent folles, ça va dans tous les sens, c'est la panique. Et c'est la panique parce que, il y a il y a de la peur, il y a de choses tellement, incompréhensibles, hein, qui ça peut pas être géré, ça peut pas prendre sens ou se mettre en forme ou se réguler. Donc c'est vraiment ça, hein, une panique, ça va dans tous les sens, Mhm. et ça se cogne de partout. D'accord. Ok, on va passer à la question suivante. Quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble à l'adolescence? Alors à l'adolescence, il y a plusieurs facteurs qui me viennent là en même temps. D'abord, les facteurs, intrinsèques, hein, donc intérieurs, c'est l'adolescent qui est animé par, beaucoup d'émotions contradictoires, par beaucoup de pensées aussi, qui vont, dans toutes les directions, par des peurs, alors à la fois il y a la peur et à la fois il y a la non-peur. C'est très paradoxal parce que c'est l'oscillation entre j'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Je vais mourir et je vais jamais mourir. Donc si je résume, ça peut être, une gestion, compliquée des émotions, des pensées, des sensations, des impressions. Alors, mais tous ces facteurs internes sont en résonance avec les facteurs externes. C'est tout ce que l'adolescent reçoit, donc de son environnement, du cadre de vie, des relations, des croyances, des informations, de ce qu'il, ingère aussi, la manière de manger, la manière, de consommer.
de réguler son cycle circadien, veille, sommeil. Et puis, je vois aussi les produits psychotropes, stupéfiants, stimulants, alcool, drogue. Parce que déjà, au niveau hormonal, ça explose, mais en plus, s'ils rajoutent tous ces produits, ça décuple cette excitation. Ah, je vois aussi le sucre, beaucoup de sucre. Les adolescents prennent beaucoup de sucre. Tous ces produits non alimentaires, soda, bonbons, gâteaux, même dans l'alimentation, beaucoup de sucre. Les pizzas, voilà, c'est tout cet ensemble qui fait un cocktail voilà, assez explosif pour le coup. Alors, en même temps, l'adolescent est à la recherche de ce genre de sensations extrêmes. Donc inconsciemment, il peut aussi les provoquer en agissant comme ça de manière intense. Donc c'est différent. C'est comme si une partie de lui le faisait exprès, enfin provoquait ces états-là. Alors qu'un petit enfant, un bébé, non, on ne fait pas exprès, il subit. Mais c'est vraiment lié aussi à l'évolution de l'humain, enfin du petit homme, de sa maturité et de sa volonté de contrôler. Ça veut dire qu'il provoquait avec sa volonté, fait exprès ça, avec sa volonté intellectuelle, mentale. Non, pas forcément, c'est pas toujours consciemment. C'est pour ça que je précise que c'est inconsciemment, enfin, il est en recherche de sensations fortes, puisque cette période est dans l'entre-deux et de ce paradoxe à se questionner, je suis vivant ou je suis mort, je suis impuissant et je suis tout-puissant. Donc, je défie la mort, mais je la dénie aussi. Donc, à travers les conduites transgressives fortes qui peuvent mettre sa vie en danger, il n'écoute pas, ça ne l'intéresse pas, et plus on va le mettre en garde, plus il va faire le contraire. Parce que c'est cette période aussi de l'expérimentation extrême. Ok, d'accord. C'est une période, c'est pas, et puis ça s'applique pas à tous. Je dis pas que tous les adolescents doivent traverser ça. Mais finalement, il y a des degrés, parce que ce qu'on appelle épilepsie, c'est un terme, oui, peut-être médical, qu'on peut mesurer avec l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'activité neuronale, et on voit comment le tracé fait comme ça des ruptures, des montées, des descentes. C'est intense, c'est fort, quoi. Parce que l'adolescent, c'est ça, c'est que lui-même, il est dans un état général comme ça. Ça monte et ça descend. Ok. Intéressant. Bon, la question suivante. Quels facteurs peuvent contribuer à développer ce trouble au cours de l'ancienneté? Au cours de quoi? L'ancienneté. De la vieillesse? Je pense que oui, dans ce sens-là. Alors,
là, quand je me connecte à une personne âgée, Mhm. c'est pas les mêmes raisons, c'est presque... Ouais, ça fait plus état de transe. C'est plus là une perte de l'élan vital. Je veux mourir. Je laisse tomber, je me laisse tomber. Je veux quitter mon corps, je suis fatiguée. J'ai plus envie. Mhm. C'est presque se laisser mourir. Parce que là, je sens pas la même énergie tonique. Là, au contraire, il y a plus d'énergie, il y a un désespoir même. Et alors, les secousses se sont moins importantes aussi. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment pas la même raison. Et ça donne pas les mêmes effets. Et même à regarder le graphisme d'un électroencéphalogramme, il n'y a pas la même montée, la même descente. C'est moins de variations. Mhm. Ces personnes sont consciemment ou ça inconsciemment? C'est bien dans cet état. Alors, ça peut être consciemment cette idée de je suis fatiguée, j'ai plus envie d'être là, vivement la fin, vivement que tout s'arrête, que j'arrête de me réveiller ou de respirer. D'accord. Mais après, ça fait les effets. C'est-à-dire que la personne, elle se dit pas parce que j'ai cette pensée, ça me fait des malaises. En fait, c'est ça s'assimile plus à des malaises. Je sais même pas si on peut appeler ça de l'épilepsie, parce que ça donne pas les mêmes signes. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi je le perçois. Ça donne pas les mêmes signes cliniques, donc les mêmes symptômes. Et même aux examens, ça va pas tout à fait donner la même chose. Ok, d'accord. C'est intéressant. Ok. On va passer à la question suivante. Une personne est-elle plus à risque d'interférence énergétique lors d'une crise? Oui ou non? Ah oui, parce que comme il y a des trous, il y a des baisses d'énergie vitale, baisse aussi de protection naturelle, comme les corps ne sont pas alignés, il y a moins de, de, de conscience. Alors forcément, ça crée des failles. Et là, ben, ça ouvre à tout et n'importe quoi. Ok. Tu peux ajouter d'autres choses par rapport à ce sujet? Non, là, Ok, on va approfondir après. Ça va. Très bien, merci. Voilà. Régresse jusqu'à un moment où la première crise d'épilepsie survient chez un être humain et décrit ce qu'est la cause. alors, là, ça me connecte à un bébé, Mhm. bébé 3-4 mois. Et il pleure, mais il est tout seul.
pleure et dans le noir tout seul. Ni sa mère ni son père ne se présentent. Et il y a comme ça, il a froid. Il est en détresse, il se sent pas bien. Il a peur et en fait, l'impression c'est vraiment, cette solitude absolue, ce froid glacial, d'être, ouais dans un presque un espace, sans forme, sans fond, donc il doit pleurer, il doit crier encore plus fort pour faire venir, sa mère, son père, quelqu'un, quelque chose, parce qu'en même temps, ses cris se perdent dans le vide. Donc il y a rien qui vient lui faire écho, même à sa propre existence. Donc c'est une détresse, mais vraiment profonde. Ah ouais, hein. Et alors, comme il mobilise énormément d'énergie pour ça, mais une énergie qui se perd dans le vide, ça surchauffe à l'intérieur, il s'épuise, c'est vraiment une perte d'énergie. Et donc, ça a une montée comme ça il y a de la fièvre, hein, que ça chauffe de trop. Il y a pas de régulation. En plus, comme c'est encore un tout petit bébé, son corps, son cerveau n'est pas assez mature pour réguler, puisqu'il capte la température ambiante et comme il ressent du froid, c'est ça, il a froid à l'intérieur et pour lutter contre ce froid, il doit consommer encore plus le peu d'énergie qu'il a puisqu'il s'épuise. Et puis, à un moment, il convulse. Il arrête de respirer, il bloque. Et là, c'est court-circuit. L'oxygène n'entre plus, le sang ne fait plus circuler l'oxygène, enfin ça bloque. Ça le met presque même en état de mort cérébrale. Donc il faut l'oxygéner, il faut lui apporter de la chaleur, il faut l'entourer, il faut le contenir pour lui redonner comme ça une forme, parce qu'autrement il se dilue. Il se dilue, hein, quand quelque chose qui se dilue disparaît. C'est comme quand on fait fondre le sucre dans le café, là le morceau disparaît en se diluant, enfin ça disparaît, voilà, c'est ça. Donc et une fois qu'il ressent qu'il est entouré, il revient à lui comme ça. Il se reforme. Voilà. Intéressant. D'autres choses que tu peux ajouter par rapport à ce sujet? Alors, il se reforme et il y a eu de la perte. Il y a eu de la perte puisque il y a des trous, hein, déjà là, il y a des fissures, il y a des failles, des connexions perdues, rompues, qui ne reviendront pas. Ouais, c'est comme quand on coupe les branches d'un arbre, ça repousse pas au même endroit, ça va de travers, ça part ailleurs ou ça repousse pas du tout.
On va passer à la question suivante. Y a-t-il une différence? Tu déconnectes de cette régression, s'il te plaît, d'abord. Tu déconnectes de ce bébé. Voilà. Déconnecte-toi et on va passer à la question suivante. Oui. Ça va, ça fait. Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminent l'épilepsie dans le passé par rapport à aujourd'hui? Est-ce que il y a eu changement, c'est ça? Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminent Du l'épilepsie passé du passé par et... rapport au présent D'accord. de notre vie actuelle? Ok. Oui, il y a eu évolution, il y a eu changement, puisque l'humain a changé, le mode de vie, tout le système autour. Et ah oui, là je vois en fait des ondes électromagnétiques qui peuvent aussi provoquer des perturbations dans le fonctionnement cérébral. C'est ça, ce sont des ondes qui viennent s'entrechoquer et qui viennent modifier les fréquences ou faire là aussi rupture. Parce que ça, en fait, ce qui me vient, c'est, je sais pas pourquoi j'ai mal aux oreilles, comme s'il y avait une discordance. Ça, Prends la distance par rapport à cette situation. Prends une distance et regarde de l'extérieur. mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des ondes comme ça régulières, hein, ça fait des pics. C'est disharmonieux. Mhm. Et c'est ça qui renforce ou qui, comment je vais dire, aggrave, voilà, Ça grave. aggrave le phénomène de l'épilepsie. Parce que ça abîme plus profondément, plus durablement ouais, c'est ça, ça atteint encore plus. Ça rend zombie, quoi. Ça enlève plus encore l'énergie de vie. Vulnérabilité de personnes sont plus C'est ça, vulnérables, plus fragiles. c'est ça. Puisque ça perturbe tout le système endocrinien et forcément toutes les fonctions du corps. Ah oui, hein. Alors, en même temps, on s'adapte. C'est ça qui est... Ah ouais, ça qui est quand même étrange. On s'adapte dans le sens où presque il y a une modification génétique qui fait que les enfants de la nouvelle génération, enfin de maintenant, on crée voilà, quelque chose presque pour s'immuniser. Et pourtant, il y a toujours une lutte. C'est une forme de régulation. Le mâle est plus fort, eh bien, en face, la défense s'organise. C'est l'information qui me vient comme ça. D'accord. Mais est-ce que les ondes électromagnétiques, ils s'aggravent la situation ou ils sont vraiment la cause des crises? Ils aggravent. S'aggravent. Alors, ils aggravent et ils peuvent en causer aussi. Mhm. Ok. C'est ça. Il y a d'autres facteurs, le mode de vie, les ondes, d'autres choses qui déterminent la différence entre l'épilepsie du passé et du présent.
C'est essentiellement les ondes hein, qui prennent toute la place là. Mhm. Ok. Très bien. Merci Céline, on va passer à la question Alors suivante. attends, parce Ah, que oui, il n'y a regarde. pas que, il y a du magnétisme, mais c'est pas que de la fabrication humaine, c'est-à-dire que ce sont aussi les ondes électromagnétiques de la Terre, hein, autour de la Terre, émanant de la Terre. Ok, d'accord. Il y a un changement de fréquence qui fait que ça vient perturber aussi l'humain, le corps humain, la psyché humaine. Mais là, je ne le perçois pas de manière négative. C'est que l'humain, lui aussi, doit se modifier. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette information que les enfants, maintenant, s'adaptent, ont cette capacité de réguler et c'est pas se défendre, mais de s'ajuster à ces nouvelles fréquences ou vibrations. D'accord. Ouais. C'est le magnétisme qui provient de l'extérieur de notre galactique ou d'autres galactiques. Oui, oui, de la Terre, de toutes ces résonances, toutes ces vibrations-là qui s'entrecroisent, qui se heurtent et qui s'interpénètrent. D'accord. Bien. D'autres choses que tu aperçois? Non, ça y est. Très bien. Ok, ça va. On va passer à la question suivante. Ok. Les dernières découvertes scientifiques parlent de mutations génétiques. Qu'en perçois-tu par rapport à ça? Ah bah, c'est lié à ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment ça, hein, que voilà, les nouvelles générations, il y a une autre, structuration, fréquentielle. Mhm. Et les personnes, qui ont du mal à, à suivre cette montée de fréquence ou cette modification de fréquence, Mhm. souffrent le plus, des symptômes négatifs. Mhm. Parce que presque ce qui me vient comme information, c'est qu'on y est tous, sujets à ces phénomènes, épileptiques, hein, on va dire, mais en fait, on y est tous, sensibles ou, hem, agités par ça, pendant la nuit, où ça se réaligne ou se réajuste. Donc finalement, ça se fait naturellement, mais Les quand ajoute. il y a Mhm. dysfonctionnement, c'est-à-dire disharmonie, déséquilibre, Mhm. la manifestation peut se faire en journée et peut se faire, de façon forte. Mhm. Réajustement plutôt positif pour la personne ou non, ou nocif. Oui, c'est que quand ça se fait dans la nuit, mais chez tous les êtres humains, parce que la nuit permet ça et qu'il nous faut cette espèce de, re reboot là, reformatage ou c'est,
Mhm. un, une régulation, c'est ça, des fréquences pour à la fois digérer ce qu'il y a eu dans la journée, absorber ce ce qui a été envoyé, Mhm. aussi réguler ce qu'on a envoyé, puisque nous sommes des antennes, on reçoit, on envoie. Alors c'est ça, oui. Mhm. Pardon, j'ai dû m'éloigner de la question qui était ah oui, mutation génétique. Voilà, on parle des mutations génétiques. Quel que soit tout par rapport à ça. Mutations génétiques Oui, et... oui, complètement. De toute façon, il y a naturellement mutation génétique pour suivre aussi la montée en fréquence, de notre, environnement. Mhm. Oui, c'est ça. Et ça peut provoquer les crises d'épilepsie dans certains cas. Chez les personnes qui ont du mal justement C'est de mal à vivre, cette s'aligner, mutation. réajuster. Mhm. Donc pour toutes les raisons et tous les facteurs, dont j'ai parlé. Mhm. Ça veut dire que ces mutations génétiques, ils proviennent de la personne, ça vient de l'intérieur. C'est une adaptation, mécanisme de réajustement par rapport à un changement galactique ou Alors ça planétaire. vi oui, mais ça vient de la personne, mais qui capte l'information qu'il faut faire cette mutation. Mhm, ouais, ok, oui. L'information est là Mhm, dans l'éther si on veut, et chacun, capte, ça, donc l'intègre, durant la nuit. mhm, Alors le jour, ça s'y prête moins parce que notre mental, mhm. prend toute la place et durant la nuit, voilà, ça c'est la ah oui, c'est ça, mise à jour comme on dit. Ah voilà, c'est ça. Ouais. On peut dire ça. Très bien. Et par rapport à la mutation génétique, l'extérieur, est-ce La qu'on mutation génétique extérieure. Extérieure de quoi? ça veut dire qu'on maintenant on connaît maintenant des thérapies génétiques qui sont utilisées dans le traitement de certaines pathologies. Est-ce que ça peut être lié aux crises d'épilepsie, par exemple? Ah, ça peut, oui, activer. C'est pas forcément que ça va provoquer, mais ça va Mhm. l'activer ou l'exacerber. Oui, ça peut être un facteur aggravant. Et ces injections de produits qui peuvent provoquer une mutation génétique, Ça peut, c'est ça. oui, Oui, ils oui, oui. peuvent influencer la rupture de ces informations que l'être humain reçoit de la Terre, des galactiques, des rayonnements cosmiques. Oui, ça peut, hein. Ça peut modifier, parce que, ça vient de toute façon, s'accrocher aux failles, aux trous Mhm. pour, comme une gangrène, hein, pour, Ah, donc comme ça, se déployer. ok. Oui, c'est très intéressant. D'autres choses que tu visualises par rapport à ça? Mais en fait, c'est vrai que tout est interconnecté et tout est relié. On ne peut pas, isoler un facteur, Mhm. qui donnerait l'étiologie, de ce trouble. Enfin, ce trouble, c'est réactionnel à beaucoup de choses, qui se passent parce que en vérité, nous recevons énormément d'informations. Tous nos corps reçoivent des informations constamment, en permanence, de jour, de nuit,
à l'état de veille, de sommeil, à l'état de conscience, non-conscience. Et tout ça, ça se comment, ça se communique, ça s'interagit. Donc la plupart du temps, ça s'emboîte, plutôt bien, mais il arrive que, ça se coince et ça ne passe pas. Parce que quand, il y a des informations erronées, déviantes, déformées, changées, ben là ça va pas. Ça crée un ensemble, alors, pas équilibré et pas harmonieux, mais en fait, le premier mot qui m'est venu, c'est pas beau. Mais c'est pas le pas beau esthétique, c'est le pas beau, pas vivant. D'accord. Très bien. Ok. En déconnectant de cette question-là, on va passer à la question suivante. La dernière question, protocole. La mort subite est la cause la plus fréquente de mort prématurée chez les personnes épileptiques. Cherche des conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite. Je répète la question. La mort subite est la cause la plus fréquente de mort prématurée chez les personnes épileptiques. Quelles sont les conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite? Ah bah, ça, c'est quand, la partie subliminale ne revient pas. Alors là, c'est le corps est trop abîmé. Oui, comme, un véhicule, obsolète ou qui vaut mieux l'envoyer à la casse, plutôt que de réparer ou c'est pas réparable. Il y a cette notion-là. Mmh. Et en même temps, quand ça revient, ouais, il y a des séquelles. Ça peut provoquer des handicaps lourds. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plus le désir, c'est ouais, ça fait un peu comme un suicide. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est non, on n'a plus envie. Ça sert à rien, ça m'intéresse pas et c'est aussi pour échapper à des, sensations de souffrance. Parce qu'il y a pas la possibilité de s'en détacher dans le sens, ne pas donner, toute, l'attention dessus ou toute la peur. Il y a trop de peur aussi. Ouais, c'est ça, surtout en premier lieu. Ouais, ça fait trop peur d'y retourner parce que si c'est pour vivre que ça, non. Alors après sur un plan physique, c'est qu'il y a eu tellement de surchauffe que, bah, ça a tout grillé, hein. Donc Tout grillé au niveau du corps mental? non, sur le plan physique, le Le plan cerveau, physique, oui. les fonctions vitales, ça peut faire crise cardiaque, ça peut, faire, voilà les poumons, asphyxiés. Rupture, d'anévrisme, voilà tout ça là. Très bien. Formation très intéressante. D'autres choses que tu veux ajouter? Est-ce que tu visualises quelque chose par rapport à ce sujet? En fait, c'est un phénomène qu'il ne s'agit pas juste de réduire à, un plan médical, hein. Voilà, c'est l'information, qui est venue. C'est plus complexe que ça.
À ce jour, nous n'avons pas peut-être encore toute la capacité pour comprendre ce phénomène Oui. complètement, mais ça va venir. Ok. Très bien. Bon, merci pour cette investigation. Moi, j'aimerais bien quand même approfondir certaines questions. Hein. Moi, je te propose, Céline, aller chercher un ado, un adolescent qui vient comme ça, une fille, un garçon, qui commence juste à avoir les crises d'épilepsie. Si tu peux rentrer en contact télépathique avec cette personne-là et regarder ce qui se passe juste avant la crise, quelles sont les causes qui sont provoquées, et puis pendant la crise, avec son corps mental, sa partie subliminale. S'il te plaît. Connecte-toi à mon 3, à un ado qui commence à avoir les premières crises d'épilepsie. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui se présente? Donc c'est un garçon de 14 ans. Il ne se sent pas bien, il n'est pas bien dans sa peau, il est très en colère, même en rage. Mais il ne peut pas l'exprimer, donc il doit garder ça. Et comme c'est une énergie très forte, cette colère, cette rage, forcément, ça se dirige à l'intérieur de lui, donc contre lui. Et ça fait un trop-plein. Ça bouillonne à l'intérieur. Donc j'ai l'image d'un volcan, ça gronde à l'intérieur. D'abord à l'intérieur, mais vraiment ça chauffe et ça monte. Mais au moment où normalement ça doit sortir, la lave doit s'écouler, non, il réprime et donc ça bout encore plus dedans jusqu'à ce que ça puisse plus contenir parce que le corps lâche. Et là, ça court-circuite. Et donc il est en état de crise, il est secoué de partout, les yeux sont révulsés, il ne contrôle plus aucun système du corps. Et donc c'est comme le volcan là qui laisse toute la lave s'échapper, la chaleur, tout en fusion. C'est pour ça qu'il bave, il se fait pipi dessus. Et le corps est livré à lui-même. Donc sa partie subliminale regarde, puisqu'elle s'est détachée. Elle est sortie du corps pour observer. Je trouve ça, bon, elle observe. Bon, ça lui donne pas envie d'y retourner. Parce que le corps est en piteux état. C'est un moment de grande solitude. C'est ça qui provoque ces crises-là. Il ne trouve pas la sortie de ses émotions. Oui. Oui, avec c'est un profond mal-être. En fait, toute cette colère est liée aussi à la tristesse qu'il ne s'autorise pas à montrer, à dire, à confier. Ils se sont isolés, mal aimés, incompris. Il est mal dans son corps, mal avec lui-même. Il
ne comprend d'ailleurs même pas pourquoi il est là, ce qu'il fait dans cette vie. Et que qu'il soit là ou pas là, c'est pareil. Hein. Donc c'est toutes ces pensées négatives, lourdes, noires, qui favorisent aussi la survenue de cet état. Tu veux bien établir un contact télépathique avec lui et demander si on peut faire quelque chose pour lui, s'il le souhaite? Il n'y croit pas, il demande juste pourquoi faire, ça servirait à quoi. C'est-à-dire qu'il voit sa vie que par un petit bout tout noir. Hein. Il n'arrive pas à voir la globalité, enfin avoir une perception plus large. Propose-lui, tu peux lui dire qu'on peut lui donner un peu de quelques fréquences, autres fréquences pour pouvoir éclairer peut-être son esprit, donner plus d'espoir s'il le souhaite. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit c'est quoi la fréquence, il dit l'espoir pourquoi faire. Alors là je vais lui traduire en termes de vision plus élargie pour avoir une compréhension de ce qui se passe vraiment autour de lui, pour qu'il sorte aussi de ce petit trou rikiki Oui, par lequel il voit sa vie, quoi. Oui. Et là, ok. Là, il dit ah d'accord, c'est vrai. Peut-être qu'il peut voir les choses autrement. Donc là, oui, il accepte comme ça. Très bien. Tu peux ouvrir un petit portail et chercher dans ce portail d'autres fréquences, un peu de lumière et lui transférer tout simplement, de te tendre la main pour l'aider justement à élargir son esprit. Et après, on va le laisser. Ok, là, il accepte d'y aller et ça lui permet de voir sa situation dans sa famille, dans sa vie d'ado, avec un autre regard, un autre point de vue. Ok, il y est et puis il va suivre. Ok, il est rentré dans le portail, très bien. Voilà. Voilà. On va le laisser et remercier lui pour cette rencontre. J'espère que ça va lui aider pour retrouver ses repères et changer la situation. Donc, déconnecte-toi de cette situation. 1, 2, 3, déconnecte-toi. Ok. Ok. Maintenant, tu veux bien chercher un autre ado chez qui les crises d'épilepsie sont provoquées par les problèmes de l'alimentation. Beaucoup de sucre, problèmes endocriniens, tout ce qui est lié vraiment à l'alimentation. Est-ce que quelqu'un qui peut se présenter? Alors là, je vois une fille, une ado de 16 ans, qui est obèse. Ok. Donc, ce qui vient en premier, c'est bouché. C'est bouché. À l'intérieur, c'est pas fluide, ça circule pas. C'est embouteillage. Ouais, dans ce sens. Alors, elle fait pas forcément de crise et d'épilepsie comme on l'entend. Sur un plan médical, c'est pas comme ça. C'est plus, il y a quand même des courts-circuits, il y a des déconnexions ou des décalages, ce qui fait qu'elle est plus dans une dissociation. Elle est pas là. Elle a quel âge? 16 ans. 16 ans. Dissociation avec
soi-même, avec ce corps mental, partie subliminale. Oui, c'est ça. C'est Mhm. il y a des parties pas là, pas envie. Elle peut pas être là. Donc on dit d'elle qu'elle est dans la lune, elle rêve, elle Mhm. n'est pas dans la réalité. Et comme elle se sent profondément seule, pareil, bah, elle se remplit, elle se gave, elle se rassure, et ça crée une dépendance. Donc comme ça active aussi la zone du cerveau là qui Dépendance. réclame la récompense, qui active un surplus de sérotonine. Mhm. Bah, elle se gave, elle se gave. C'est un circuit aussi très négatif pour elle. Mhm. Plus elle en prend, plus ça bouge et plus elle s'échappe. Est-ce qu'elle est liée avec une interférence qui le pousse à consommer? Là, Non. c'est surtout son mental et son émotionnel qui s'est pollué, Mhm. puisqu'elle est dans la rumination, elle est enfermée dans tout ça, elle bug. Ouais, c'est comme un bug. Ouais, c'est ça. Donc elle Est-ce que, tourne en circuit ouais. fermé. Mhm. Est-ce que ces troubles-là sont provoqués aussi par la sous-consommation de réseaux sociaux, on va dire l'Internet pour les ados et les gars ou non? Ça n'a rien à voir avec. Oui, si c'est possible, parce que de toute façon, ça envoie des ondes aussi. Alors, Ouais. Ok. ça passe par là aussi. Mhm. Et ça alimente la pollution mentale, la pollution émotionnelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Il y a d'autres choses que tu vois chez elle? Non. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cette personne. 1, 2, 3. De cette fille. Euh, je devais te poser une question. On a vu récemment naissance d'un bébé qui est né avec les convulsions après une certaine injection génétique, produit génétique qu'on utilise derrière moi. Est-ce que tu vois à quoi je parle? Sa maman, elle a eu une injection de Oui, produit et oui, le bébé est né avec les oui, convulsions. oui. À mon 3, connecte-toi avec partie subliminale de ces bébés et regarde quelles sont les raisons de cette convulsion. 1, 2, 3. Oui. Alors, Qu'est-ce qui se passe? bah, le bébé a été parasité. Euh, Ça l'a empêché de se développer selon les lois de la vie, Mhm. puisque moi, je vois des nanoparticules Où? bah, qui sont passées du Oui. sang de la mère au corps du bébé, enfin par le cordon ombilical. Mhm. Et forcément, ça a parasité le corps du bébé. Donc ça fait forcément des courts-circuits, Dans son des, cerveau. Ouais. des bugs. Ouais. Ah oui, c'est ça, ça. C'est l'effet toxique sur le système nerveux central, périphérique, ou sur toutes les cellules, Ah, partout, partout. partout. Oui. Puisque de toute façon, comme le cerveau ne se développe pas naturellement, Mhm. bah, les fonctions qu'il commande ne se développent pas naturellement. Mhm. Toutes les informations sont en bataille. Les cellules vivantes luttent contre les cellules artificielles. Mhm. Ah oui, c'est un vrai champ de bataille. Ouais. C'est ça qui provoquait cette convulsion, c'est un champ de bataille, on va dire. Ouais. C'est ça.
tu veux bien regarder sa ligne du temps, hein, ce bébé-là, pour le futur. Est-ce qu'il va en sortir ou c'est irréparable? C'est un peu dur, mais essaye un petit peu. Si tu ne veux pas, tu ne me regardes pas. 1, 2, 3. En fait, il y en a plusieurs qui se présentent, hein. Plusieurs lignes qui arrivent. Ça peut être de la plus mauvaise à la plus favorable. La plus mauvaise, c'est qu'il soit gravement handicapé. Et la plus favorable, c'est qu'il arrive quand même à se récupérer parce que les cellules vivantes s'activent bien en étant alimentées par l'énergie de vie. Et ça peut faire céder les cellules artificielles. Mais bah, ça dépend de quoi? De plein de choses en fait, plein de choses. À niveau individuel, mais à niveau aussi sociétal, plein de choses. Bien. Ok, tu reviens dans la prison avec ce bébé-là. Essaie de rétablir un contact télépathique avec lui et demander si il est d'accord, communiquer d'abord avec nous et si on peut faire quelque chose pour l'aider. Alors, le simple fait d'avoir cette information, pour lui, l'aide. Parce qu'ainsi, ces cellules vivantes se mobilisent encore plus. Enfin, c'est pas qu'elles se mobilisent encore plus, elles se mobilisent déjà, mais c'est que lui va s'y connecter en conscience. Bon, c'est bizarre de le dire comme ça parce qu'on se dit, ouais, c'est un bébé, il a même pas le cerveau fini. Ou ça se trouve, il a même pas d'âme, mais voilà, c'est comme ça que c'est dit. Bien. Donc, c'est quand même une bonne chose et c'est pourquoi l'énergie de vie, quand même, est toujours là. Et c'est un message à entendre partout. Très bien. Merci beaucoup. C'est un message important, je pense, pour beaucoup des êtres humains. Ok, si tu peux, lance-le un petit peu de bonnes fréquences, d'un portail, de hautes fréquences, comme ça va l'aider encore à avoir plus de force et conscience dans cette épreuve. Oui. C'est fait? Oui, il reçoit de la lumière. Très bien. Merci beaucoup. Déconnecte-toi de ce bébé. 1, 2, 3. Bon, je pense qu'on a fait une belle enquête. Hein? Oui. On va rentrer à la maison. Céline, je te demande, s'il te plaît, de remercier tous et toutes qui nous ont permis d'explorer cette enquête. Je veux remercier. Oui. Et je remercie surtout la vie. Très bien. Magnifique. Et on va rentrer à la maison. Je vais commencer ma compte de 1 à 5 et tu vas te déconnecter de tous et tout. Comment tu vas? Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Merci pour cette enquête, c'était très intéressant. Ah oui, hein? Voilà. Je remercie toi et tout le monde qui ont participé à cette enquête. Et on souhaite à tout le monde très agréable soirée. Et à la prochaine investigation. À bientôt, au Merci. revoir. Au revoir, Céline. À Au revoir, bientôt. Anastasia. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.